Bonjour Marie. Eh bien, j'ai le plaisir d'être accueillie chez toi à Sauviac, où tu habites, et où je suis déjà venue cet été faire des émissions. On a fait pas mal d'émissions ensemble déjà, et puis on a même co-créé une formation En ligne. Voilà. Oui. Et donc on en reparlera à la fin. Et aujourd'hui, là, je suis venue te rencontrer parce que tu viens de sortir un livre, Une médecine pour la vie, qui je dirais qui est le format papier de tout ce que tu développes dans tes vidéos jusqu'à présent. Alors, c'est pas ton premier livre, hein, tu en as écrit d'autres. Ben oui. Mais il est relativement résumé quand même pour toute la partie scientifique en particulier. Hein. Oui, alors c'est un petit livre qui est très succinct, mais qui vient vraiment poser les fondements de ton approche et qui est somme toute original pour un médecin, puisque tu prends vraiment en compte la dimension holistique et donc spirituelle de l'être humain. Et pour toi, c'est un petit peu de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. La dimension spirituelle est incontournable si on veut guérir profondément. Absolument. Alors, oui, il est important de comprendre d'abord que notre médecine moderne n'est pas véritablement scientifique. Elle est en fait une sorte de religion, d'idolâtrie, qui ne repose sur aucune réalité scientifique, qui a été inventée de toutes pièces par M. Pasteur au XIXe siècle, qui a reconnu d'ailleurs sur son lit de mort qu'il s'était trompé. Mais bon, ça n'a pas été divulgué parce que Big Pharma avait déjà émergé à ce moment-là, donc ça a été censuré. Et donc toute cette médecine moderne n'est pas scientifique. Elle repose sur des incohérences et des choses qui sont totalement, on peut dire, stupides au sens profond. Quand on pense par exemple qu'un cancer dur comme de la pierre va soi-disant métastaser, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses vont partir en balade, vont faire du tourisme, vont aller s'installer dans des eaux, et là ils vont creuser des caries. Et ces gens-là, ils sont tellement dans le parti pris, tellement dans la certitude que leur théorie est réelle, ils vont ponctionner dans le trou, et là ils vont retrouver dans le trou, dans le vide, ils vont retrouver les cellules, soi-disant, de la tumeur d'origine, selon leur théorie complètement aberrante, quoi, hein. On est donc dans le non-sens total. Donc pour revenir à une médecine qui œuvre pour la vie, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la cancérologie moderne a environ, on peut dire, pour tout cancer confondu, elle a environ 5%, elle obtient environ 5% de guérison, et donc ça veut dire qu'elle tue 95% des cancéreux. Et donc, c'est un véritable génocide, hein. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grave, quoi, hein. Donc pour en revenir à une véritable médecine de la vie, il faut d'abord prendre en compte la réalité microscopique, qui n'est pas du tout ce que l'on croit. On s'imagine que les bactéries viennent de l'extérieur et nous agressent, alors que c'est faux. Les bactéries, c'est nous qui les construisons pour guérir et pour démonter nos cancers. C'est ce qu'on appelle les microzymas ? Non, les bactéries sont des constructions. Ce sont des machines-outils. Les microzymas sont les bâtisseurs. Ils sont les bâtisseurs à la fois des cellules, à la fois des bactéries quand il y en a besoin. Ils sont les bâtisseurs de toute la vie, quoi, hein. Donc il faut revenir à ces fameux microzymas qui ont été découverts par Béchamp au XIXe siècle, qui sont redécouverts récemment par les géologues qui les ont baptisés nanobes ou nanobactéries, qui ont été de façon tout à fait étonnante, ça c'est la puissance de l'art, qui ont été évoqués dans la guerre des étoiles, dans les films sur la guerre des étoiles. Ils parlent là de médichloriens. Bon, Gaston Nessens au Canada les a redécouverts, les a baptisés somatides. Actuellement, il y a énormément de noms qui sont fichés sur cette unité primordiale de la vie, qui est une microcellule. Nous savons aujourd'hui qu'au cœur de cette microcellule, il y a un cristal de silicium qui doit jouer un rôle extrêmement important
par rapport aux mémoires génétiques. Les mémoires génétiques, on attribue ça à l'ADN, mais en fait on n'a aucune certitude et il est probable que l'ADN n'est que la chaîne de montage de nos métabolites et n'a rien à voir avec la transmission génétique en soi. Voilà, bref, il faut tout reprendre de A jusqu'à Z. Nous savons par ailleurs que nos microzymas ont besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir fonctionner normalement. La première des choses à savoir, et c'est absolument vital, ils ont besoin de sucre. Aujourd'hui, le sucre est considéré comme une drogue, comme un poison violent, comme cancérigène. Tout ça, ce sont des absurdités. Il n'y a aucune réalité. Même les arbres fonctionnent avec du sucre. Tout être vivant sur Terre carbure avec du sucre. Le sucre, c'est le carburant de la vie. Et nous devons consommer du sucre. Il ne faut surtout pas s'en priver. Il faut savoir qu'ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'un certain nombre de nutriments, comme de toute évidence, et ils ont besoin de vitamines. Et donc dans ce livre, je fais un petit peu le tour des vitamines essentielles dont ils ont besoin. Il faut savoir en particulier que l'homme a été créé pour être frugivore à l'origine et pour vivre en zone équatoriale. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les fruits de nos régions tempérées ne sont pas suffisamment riches en vitamine C. Pour avoir la ration quotidienne dont nous avons besoin en vitamine C, il faudrait consommer chaque jour environ 40 kg d'oranges avec la peau. Tu imagines ce que ça représente, c'est pas évident. Bien sûr que là, il n'y a plus besoin de boire. Hein, comme dit Bernard Clalière, c'est plus nécessaire de boire si on consomme 40 kg d'oranges par jour. Mais bon, il faut s'y mettre le matin, et je ne sais pas si on aura fini le soir. Hein. Voilà. Alors, donc, on est obligé de se complémenter en vitamines, ça c'est clair. Il faut des vitamines C, il faut vitamine B, il faut vitamine E. Ce sont le triptyque de base. Et puis, voilà. Et puis, l'élément essentiel de cette médecine pour la vie, c'est la psychosomatique. C'est-à-dire découvrir, une fois pour toutes, qu'il n'y a pas de système immunitaire, qu'il n'y a pas de guerre bactériologique ou virale, qu'il n'y a pas de guerre contre le cancer. Tout ça relève d'hypothèses complètement incohérentes, sans aucun fondement scientifique. Il n'y a pas de guerre, ça n'existe pas. Nous avons des processus qui sont un peu comme des soupapes de sécurité, des bouées de sauvetage qu'on appelle cancer, qu'on appelle pathologie, paralysie, troubles sensoriels divers, même la myopie par exemple, est une pathologie, c'est l'équivalent d'un cancer. Il peut y avoir des troubles métaboliques, il peut y avoir énormément de problématiques qui sont en fait des réponses psychosomatiques à un stress majeur. Mais c'est là où c'est très intéressant ton approche, parce qu'effectivement, et ça rejoint complètement la dimension spirituelle, qui vient nous dire que la réponse ne se trouve pas à l'extérieur, que l'ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, mais que c'est toujours finalement une relation entre nous et nous-mêmes, et que les fondements biologiques de l'être humain, tels que découverts par Béchamp, viennent prouver scientifiquement ça. Voilà, donc c'est là où le scientifique rejoint le spirituel. Voilà, donc il n'y a pas de système immunitaire parce qu'il n'y a pas de guerre. Donc tout ce qu'on nous a raconté sur le système immunitaire est faux. Les globules blancs, les leucocytes, en fait, à l'origine, on les appelait des granulocytes, ce sont des transporteurs de microzymas. Ils sont là pour amener microzymas et vitamines partout où il y en a besoin, lorsqu'il y a un chantier important. Tout a sens, dans une cohérence absolue, remarquable. Et voilà. Et donc, la cause des maladies et des pathologies, ce sont des stress psychologiques, sauf en cas d'empoisonnement ou en cas de carence, en vitamines ou autres. Donc, en dehors de ça, toutes les pathologies, sans aucune exception, sont psychosomatiques. Bon, on parlait tout à l'heure du sucre. Le diabète n'a strictement rien à voir avec votre consommation de sucre. Strictement rien. Le diabète, c'est un conflit psychologique de résistance, de répugnance. Ça n'a absolument rien à voir avec la consommation de sucre. Et d'ailleurs, quand on fait une hypoglycémie, on le sait bien. Hein, on a des sueurs froides, des crampes d'estomac, on a l'impression de partir dans les pommes. Vous pouvez manger du sucre, ça ne change rien. En fait, l'hypoglycémie qui rentre dans le cadre du diabète, c'est un conflit de répugnance, et tant qu'on est dans la répugnance, ça ne marchera pas, parce que tout ça est commandé par notre ordinateur, notre pilote automatique et notre cerveau. Voilà. Donc, chaque fois qu'on a
un problème de stress intense, eh bien, on se retrouve confronté, surtout si ce stress est imprévu, s'il est d'une grande violence, s'il génère des sentiments de colère, de tristesse, de chagrin, eh bien, ce stress va se somatiser d'une manière ou d'une autre. Une carie dentaire, par exemple, est un cancer. Hein. Je prends l'exemple, puisqu'on était sur le sucre, je vais rester sur cette histoire du sucre. Hein. On prétend que le sucre donnerait des caries dentaires. Et on se base là-dessus sur l'expérience qu'on a eue avec les aborigènes en Australie. Alors, il faut savoir qu'effectivement, lorsque les Anglais ont envahi l'Australie, lorsqu'ils ont mis les aborigènes dans des ghettos au niveau des égouts de leur ville, hein, c'était dans des conditions d'hygiène absolument hallucinantes, ils ont aussi amené le sucre raffiné. Et bien sûr, les enfants ont mangé du sucre, parce que les enfants, naturellement, ils ont besoin de beaucoup de carburant, donc ils ont mangé du sucre, et on a constaté que les enfants avaient beaucoup de caries. Et les adultes aussi, d'ailleurs, qui s'étaient mis à manger du sucre de la même manière. C'était la seule consolation qu'ils avaient dans la situation terrifiante qu'ils vivaient, puisqu'ils étaient massacrés dès qu'ils ouvraient la bouche, dès qu'ils voulaient se défendre, ils étaient massacrés. Et voilà, ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire-là, on attribue ça au sucre, mais on oublie le reste du contexte. C'est-à-dire ces aborigènes, on leur avait volé leur territoire, on les avait privés de leur culture, on les avait gavés en plus d'alcool qu'ils ne supportaient absolument pas, et d'alcool fort. On leur apportait du sucre, c'est clair, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les aborigènes s'amusaient à résister, à refuser cette ingérence des Anglais sur leur territoire, ils étaient morts, parce que en face d'eux, il n'y avait pas une sagaie, il n'y avait pas des flèches. En face d'eux, il y avait des mitrailleuses, il y avait des canons, il y avait des armes effroyables contre lesquelles ils ne pouvaient rien faire. Donc s'ils s'avisaient de se défendre, d'essayer de se défendre, ils étaient anéantis, ils étaient morts. Et donc pour le cerveau de ces aborigènes, la seule solution, puisque la guerre pour tout prédateur animal, pour tout mammifère prédateur, la guerre elle se fait avec les dents, la solution c'était de démonter les dents. Et ça a été la cause des caries et non pas le sucre qu'on leur a amené. Hein. Voilà, ceci est un exemple. Alors maintenant, si on reste sur cet exemple des aborigènes, comment ces gens-là peuvent-ils assumer et vivre et survivre dans les circonstances où ils étaient à ce moment-là, où ils étaient donc envahis, parqués, traités comme même pas comme du bétail, c'était hallucinant. Quoi, hein. Comment pouvaient-ils accepter et dépasser cette situation? Eh bien, il n'y a que la solution spirituelle. Et c'est là où c'est très très important de comprendre ça. Quelque part, si on lit la Bible, et si on lit la Genèse dans la Bible, on découvre que Dieu est créateur, hein, que Dieu crée. Et il crée donc l'univers, il crée la nature, et puis il crée les différents animaux, et puis il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc tout ce que nous savons à ce moment-là de Dieu, c'est qu'il est créateur. Et il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est créateur. Et il est créateur, bien évidemment, dans une limite moindre que le créateur universel, c'est bien évident. Mais il est né, il a été mis sur terre pour être créateur. Et toute la société, tout le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde que nous créons. Et quelque part, la seule solution par rapport à une situation comme celle des aborigènes, par exemple, c'est véritablement de se changer eux-mêmes pour que leur création de leur environnement change. Hein, donc ça, c'est un exemple politique. Je crois qu'aujourd'hui, avec les Gilets jaunes et tout ça, on est dans une immense révolte par rapport à la politique qui nous a imposée depuis 2 ans bientôt. Mais ça ne sert à rien de se battre extérieurement. Ce qu'il faut changer, c'est nous-mêmes. Et si nous nous changeons nous-mêmes, la société changera automatiquement parce que nous sommes
unis aux autres. Quelque part, il y a une sorte de symbiose, d'unité entre tous les êtres humains qui fait que toute la société peut changer. À partir du moment où il y en a un qui change, ça fait boule de neige, ça déteint. Arrêter de mettre l'ennemi voilà, à il faut arrêter de mettre l'ennemi à nous. l'extérieur. Quelque part, c'est nous-mêmes qui créons le mal. Chaque fois que nous avons des pensées négatives, chaque fois que nous sommes dans le jugement, chaque fois que nous voulons absolument obtenir tel ou tel résultat ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est accepter d'accueillir la vie, d'accueillir notre être, d'accueillir le souffle qui nous est donné à chaque seconde et d'accueillir la grâce qui nous est offerte par ce Créateur à chaque seconde. Et à ce moment-là, la vie peut changer. Et à ce moment-là, nous devenons capables de guérir toutes les maladies. Voilà. Donc la maladie, en quelque sorte, vient nous souffler. C'est l'expression de notre être qui cherche à nous guérir, c'est ça? Non, la maladie est véritablement la soupape de sécurité qui nous permet de survivre lorsqu'on vit un stress trop intense. Donc ça, c'est la pathologie d'abord, c'est-à-dire l'expression de la souffrance. Mais derrière, il y a un message. Il y a bien sûr un message, puisque quelque part, nous avons reçu une sensation. Et en général, c'est parce que nous n'avons pas accepté cette sensation, que nous l'avons refoulée, qu'elle va s'exprimer dans la chair. Et la maladie, c'est le processus de guérison qui se met en route. Et ça, c'est aussi important à savoir. Chaque fois que nous avons un cancer, et nous en avons sans arrêt, eh bien, nous n'avons la plupart du temps aucun symptôme. Sauf si le cancer est superficiel, la plupart du temps, nous n'avons aucun symptôme. Et les symptômes vont apparaître lorsque nous basculons en guérison, parce qu'il y a automatiquement à ce moment-là inflammation et douleur. D'accord. Et c'est là que nous allons consulter. Nous sommes en train de guérir. Et les médecins nous mettent dans le stress à travers la peur, à travers tout ce qu'ils véhiculent de mensonges, inconsciemment bien sûr. Les médecins sont de très bonne volonté, ils sont bienveillants, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont dans l'erreur. Et par conséquent, c'est une médecine de mort. Alors qu'il faut absolument arriver à une médecine de vie, quoi. Qui s'intéresse aussi seulement aux symptômes et pas à la personne en général. Et puis en plus, c'est des symptômes de guérison. Oui. Les symptômes auxquels elle s'intéresse, c'est le processus de guérison. Donc c'est dramatique. Elle cherche à empêcher la guérison. Lorsque vous avez une angine, par exemple, c'est que vous êtes en train de guérir. Et que vous êtes en train de guérir un cancer des amygdales. Ça n'a absolument rien à voir avec une agression par une bactérie ou par quelque chose comme ça. C'est vous-même qui construisez les bactéries. J'ai eu encore il y a quelques jours, je communiquais avec une personne, une jeune femme adulte qui avait une douleur épouvantable et qui voulait aller à l'hôpital pour se faire des piqûres et des antibiotiques. Et vraiment, elle était à 1000 km d'ici, donc je ne l'ai pas examinée, on n'a pas pu faire de photos, elle avait un trismus, elle ne pouvait même pas ouvrir la bouche, et donc je lui ai dit simplement, prends la vitamine C, prends des vitamines B, et puis on va bien voir. Et elle a eu mal, malgré les vitamines, mais elle a pris les vitamines. Et au bout de 24 heures, son amygdale s'est percée, il y a eu un écoulement de liquide noirâtre qui est en fait c'est sa tumeur qui s'est évacuée. Bon, on lui aurait donné des antibiotiques à ce moment-là, elle bloquait le processus. Au lieu de guérir en 2 jours, elle aurait mis 10-15 jours pour avoir une amélioration. À coup bien sûr, ils auraient donné des antalgiques, des anti-inflammatoires et elle aurait eu un confort, mais le processus serait reparti tôt ou tard parce que son cancer de l'amygdale, il était là. Voilà, il faut vraiment repenser toute la médecine de A jusqu'à Z. Voilà. Et donc tout l'accompagnement du processus de guérison. Alors, tout l'accompagnement... Ce qui demande à un moment donné une acceptation aussi de la souffrance. L'accompagnement, c'est déjà prendre conscience de ce stress, de cette souffrance que nous avons vécue. Il faut vraiment en prendre conscience en profondeur. Il faut vraiment mettre des mots sur ce qu'on a vu, sur des mots MOTS, sur nos mots MAUX, pour vraiment comprendre le processus qui s'est mis en place. Et puis, lorsqu'on a pu exprimer cette souffrance, il faut faire un travail spirituel pour le digérer, pour le gérer en quelque sorte. Il faut vraiment qu'il y ait un processus de digestion qui sous-entend impérativement d'abord de s'émerveiller devant la splendeur de la vie.
Ensuite, d'accueillir le souffle, d'accueillir la vie qui nous est donnée à chaque instant, d'entrer dans cette certitude que le Créateur est bienveillant envers nous, il n'a pas fabriqué des microbes pour nous détruire, c'est nous qui construisons les microbes pour nous guérir. Il faut complètement, radicalement changer notre point de vue sur le monde et sur l'univers. Voilà. En gros. Alors tout ça, c'est expliqué donc dans la formation en ligne, oui, donc qui est donc en fait une initiation au décodage biologique. Donc, inspiré, parce que toi, tu t'es formé selon les travaux du docteur Hammer. Tout à fait. Hammer, Marc Fréchet, mais aussi les travaux de Béchamp, les travaux de Linus Pauling et de... Voilà, donc tu as fait un peu une synthèse de tout ça. Et tu proposes donc une formation en ligne. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Et là, pour le mois de décembre, en plus de ça, il va y avoir une petite promotion. Donc, si vous voulez en profiter, vous pouvez les regarder. Tout est présenté, en ligne. Donc, voilà, donc décodage biologique de la maladie. Voilà. Où on retrouve un approfondissement, en fait. C'est pour aller plus loin après le, le livre. Ça, c'est le écrit noir sur blanc. Donc, voilà. C'est pratique, alors que l'initiation, évidemment, ce sont des vidéos. C'est quand même intéressant aussi d'avoir les choses écrites noir sur blanc. Et donc, ça peut être l'avantage de ce livre. Voilà. Et donc, dans cette formation en ligne, on va retrouver organe par organe, la dimension... Appareil par appareil. Appareil par appareil, oui, appareil par appareil. L'appareil digestif, les poumons, l'appareil circulatoire, l'appareil rénal, l'appareil génital, enfin tout ça. Voilà, et donc l'appareil endocrinien. Voilà, donc on va retrouver le langage symbolique du corps, en fait, à travers les dysfonctionnements, les maladies, les pathologies de ces appareils. Voilà, donc Oui, parce que le cerveau fonctionne de manière absolument systématique. C'est exactement comme un ordinateur. Vous appuyez sur une touche du clavier et si par exemple la touche est la lettre A, l'ordinateur ne va pas sortir la lettre Y, il va sortir la lettre A. Et donc c'est important de comprendre qu'il y a une cohérence totale entre le stress vécu et la pathologie. Et par conséquent, si on a, par exemple, je vous le disais tout à l'heure pour les caries dentaires qui sont des processus cancéreux, si vous avez une carie dentaire, c'est que vous n'avez pas le droit ou que vous n'arrivez pas à mordre. Ça ne peut pas être autre chose. Si vous avez un rhumatisme, c'est que vous avez un sentiment de dévalorisation par rapport à la mobilité, par rapport à l'habileté, selon la localisation du rhumatisme. Bon, par exemple, un rhumatisme au niveau de la hanche, c'est toujours un problème sexuel, c'est une dévalorisation au plan sexuel. Et ainsi de suite. On va retrouver toujours, avec une rigueur totale, le cerveau est un ordinateur, un calculateur, il ne fait pas dans la dentelle, il fonctionne de manière très mathématique. Voilà, et tout ça est expliqué dans l'initiation en ligne. Donc les 3 premières conférences, c'est toutes ces généralités dont on vient de parler en raccourci, mais approfondies. Et puis ensuite, on prend appareil par appareil. Donc il y a 9 conférences qui recoupent tous les appareils, les uns après les autres. Donc de toute façon, si vous êtes intéressé aussi pour aller plus loin, il y a d'autres vidéos sur ma web TV. Donc il y a, j'ai créé une liste spéciale pour les émissions faites avec Alain sur ma chaîne. Super. Voilà. Eh bien, merci Alain. Avec bientôt. Plaisir. Au revoir à tous. Au revoir. À très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue chez Cédric Manu, où nous sommes venus rencontrer Cédric, qui nous parle de différents travaux en lien avec la thématique du congrès Orbs sur les passerelles du vivant. Cédric, bonjour. Bonjour. Nous allons parler des microsimas, de l'esprit, et aussi d'Alain Boutard. Louis Boutard. Louis Boutard. Voilà. Alors, tout à fait. L'idée du congrès Orbs, celle que vous me l'avez présenté, Maxence, c'était de faire le pont entre 3 domaines, la physique, la chimie, l'alchimie, et tout ça dans une perspective qui est celle du vivant. Pour moi, le nom qui s'impose quand on parle de physique, chimie,
et alchimie par rapport au vivant, c'est effectivement en priorité celui d'Antoine Béchamp, pour une découverte fondamentale qui s'appelle les microzymas. Les microzymas, pour un mot grec, composite, qui vient de petit, micros en grec, et ferment, zumos, qui a aussi donné suc, en bon français. Donc petit ferment. Petit ferment, ferment organisé, c'est-à-dire un ferment vivant qui va structurer la matière au-delà d'une conception purement chimique d'organique ou d'inorganique, c'est-à-dire de structure atomique, carbone, hydrogène, oxygène, soufre ou autre chose. Les microzymas, une expression pour les décrire, c'est par exemple le fait que les microzymas seraient les agents de la vie. Oui, les ouvriers du vivant, ou comme j'aime le dire de temps en temps en plaisantant, les nanotechnologies du bon Dieu. Ok. Juste en 2 mots, les microzymas. Alors, en 2 mots, les microzymas, on les découvre par une expérience fondamentale de Béchamp en 1858. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais ce sont ceux qui font et défont les cellules. Ce sont eux qui évoluent ou involuent, donnant ainsi la preuve matérielle de ce qu'on appelle le polymorphisme bactérien. Polymorphisme bactérien, c'est un mot un peu compliqué, simplement pour dire qu'il y a à l'origine de ce qu'on appelle bactéries ou microbes, mais microbes étant un mot assez difficile à comprendre. Donc, disons plutôt bactéries ou organismes évolués, vibrions. En fait, un organisme plus simple, plus fondamental, une unité de vie qui est antérieure à la cellule, qui est le microzyma. C'est un petit peu comme si d'un côté on avait le micro-organisme ou la cellule, et de l'autre côté on va avoir des nano-organismes, voire des nanobactéries, puisque c'est un terme qui commence à apparaître aujourd'hui. Alors tout à fait, nanobe ou nanobactéries, ça a été mis au point en 1990-2000 par un certain nombre de chercheurs d'origine anglo-saxonne et notamment une équipe australienne. Et ils ont redécouvert, sans le savoir, les microzymas d'Antoine Béchamp, notamment dans leur dimension géologique. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas très loin d'ici, du côté de Prades, en direction de Perpignan, dans les Pyrénées, à Molich-les-Bains, une formation microzymienne particulière qui se fait à base de calcaire dans les eaux minérales, qui s'appelle la glérine de Molich, et qui est effectivement un microzyma géologique vivant, où on a exactement ce qui se passe avec une mer de vinaigre, mais sur du calcaire. Et ce qui est assez particulier également avec les microzymas, voire totalement surprenant, c'est le fait qu'on soit avec un agent qui est commun au règne, qui est interrègne, qui traverse les règnes, que ce soit l'animal, le végétal ou le minéral. Oui, c'est-à-dire que si on joue avec ses enfants à ce jeu animal, minéral ou végétal, c'est une bonne façon de gagner, parce qu'on peut dire ni l'un ni l'autre, on peut dire oui, oui, oui. Donc là, effectivement, l'enfant va chercher longtemps. Le biologiste va se poser une question, est-ce qu'on est en train de parler du LUCA, le Last Universal Common Ancestor? En pratique, le microzyma, c'est vrai, on va le trouver dans le végétal, dans le minéral, dans l'animal, mais attention, il est spécifique, même pas à l'espèce, mais à l'individu. Et à l'individu, il est spécifique dans ses fonctions dans l'individu, c'est-à-dire qu'il va être spécifique à un organe. Donc il est généré à un moment ou à un autre. Absolument. Alors si on prend quelque chose, une question d'ailleurs qu'on ne pose pas souvent et qui est très intéressante, si on prend un œuf, dans un œuf, le jaune va être composé à 99% de microzymas vitellins. Alors vitellins pourquoi? Parce que ces microzymas ont la capacité de transformer la matière de telle sorte à générer toutes sortes de fonctions par la suite, et donc d'organes. Et le blanc de l'œuf est composé à 99% d'aliments pour les microzymas. Donc les microzymas vitellins, ce sont ces fameuses cellules souches qu'on cherche partout. En fait, quand on mange un œuf, les cellules souches, on en a plein. Et puis c'était l'évidence. C'était l'évidence pourquoi? Parce que quand on voit ce que donne un œuf, c'est-à-dire un poussin, une poule, etc., il faut bien qu'il y ait dans l'œuf la matière organique et pas organisée, et pas organique, qui permet de faire le poussin. Et c'est pas des cellules qu'on trouve dans l'œuf. Et alors quelque chose également qu'il faut
sans doute intégré par rapport à notre époque, c'est que les microzymas, ce n'est pas simplement quelque chose qui date de l'époque de Béchamp, qui date des années 1860 ou 70, mais puisqu'ils existent, on continue à les observer aujourd'hui. Comme on les observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les a mis en évidence avec des techniques récentes et modernes. Et comme on les a mis en évidence avec des techniques récentes et modernes, dans l'exposé que vous avez fait dans le cadre du DVD du Congrès Orbs, vous montrez plusieurs vidéos, plusieurs images de microscopes à fond noir, optiques à fond noir, qui permettent de voir le microzyma. En vie. En vie, c'est ça qui est intéressant. Voilà, en activité dans un milieu vivant. Oui. Exactement. Que vous avez donc des opérations qui viennent pour partie d'observations que vous avez pu faire via le laboratoire qui travaille aujourd'hui à actualiser, à poursuivre les travaux liés à l'approche microzymienne de Béchamp. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, les méthodes d'aujourd'hui ont permis de voir qu'on a un cristal au centre du microzyma, on a une structure cristalline qui est en silice. Tout à fait. Et cette structure cristalline en silice, elle est là pour nous dire deux choses. D'abord, il y a cette phrase de la Bible, et de poussière tu redeviendras poussière. Le terme en fait qui est utilisé en hébreu, c'est pas poussière. Et quand on regarde ce qu'il code en hébreu, notamment quand on est un peu versé dans les otiotes, c'est un dynamisme foisonnant qui est codé, un dynamisme de vie foisonnant. Et ce dynamisme de vie foisonnant qui est mentionné explicitement dans le texte, on peut le traduire aujourd'hui à la vision des travaux de Béchamp comme « et de microzyma, tu redeviendras microzyma ». Donc non seulement on a un cristal de silice, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a fait de la silice dans le silicium, pas organique pour le coup, mais de nos ordinateurs. Donc effectivement c'est quelque chose qui nous permet d'organiser le temps et en partie de structurer l'espace. Donc le microzyma va utiliser lui aussi un cœur en silice, une puce, on pourrait dire, quelque part, qui va lui permettre de transmettre une information de l'invisible au visible, ou du visible à l'invisible. Au sens où cette silice, qui est au centre du microzyma, en fait, elle va rentrer en résonance avec des forces extérieures, qui vont être de l'ordre de l'intangible, ou qui sont de l'ordre, en tout cas, d'un rayonnement qui va venir faire antenne, en quelque sorte, et faire vibrer cette silice. C'est bien cela. Voilà, alors, c'est là où il faut s'entendre, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens aimeraient que ces formes d'interaction avec les composants soient simplement de nature électromagnétique telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, en première approximation, on peut dire oui, ce sont des formes de type corpusculo-ondulatoire, un peu comme la lumière. Mais de manière plus fine, et là ça nous fait rentrer dans autre chose, qui sera peut-être l'occasion d'une autre interview, voilà. d'une autre intervention. Mais en tout cas sur un autre auteur, qui m'est très cher aussi, qui s'appelle Louis Boutard. Et Louis Boutard est aussi fondamental en physique et notamment en physique et en électrostatique et en électromagnétisme, donc électricité, électronique, etc., que peut l'être Béchamp pour le vivant dans la partie biologique. Il montre, Boutard, qu'en fait, ces phénomènes dits ondulatoires et corpusculaires sont en fait des phénomènes de particules vivantes sexuées. Donc on est un étage au-dessus de l'ouvrier du vivant qui est le microzyma. Et lui, il appelle ça des morceaux d'aéther. L'aéther des anciens, et il reconnecte ça à l'Antiquité sacrée. Alors, jusque-là, on peut dire, oui, bon, belle théorie, mais c'est comme pour Béchamp. Boutard est un homme d'expérience, un homme de terrain, quelqu'un qui construit les choses avant d'affirmer quoi que ce soit. Donc on a là aussi des photos. J'ai pas les appareils parce que c'est un peu plus compliqué, mais on a les photos, on a les principes, et on sait exactement ce qui se passe, comment et pourquoi. Mais là, autant avec Béchamp on comprend comment est la vie, comment elle s'organise, avec Boutard on atteint le mythe de Frankenstein, mais pas dans cette vision-là, pas dans la vision de Marie Shelley. C'est la vision où effectivement on comprend le fiat lux. Alors, peut-être une date importante sur Béchamp, c'est en fait son travail qui a précédé les microzymas, c'est sur la relation entre la lumière et la matière, avec un travail de thèse en physique en 1853. Tout à fait. Donc en 1853, pour son doctorat de physique-chimie, donc on est obligé de faire un mémoire, son mémoire de doctorat de physique
physique-chimie, sera de l'action chimique de la lumière. Donc, on pense évidemment en 1853, bien que ce soit précurseur là aussi, il les cite à Daguerre, à Niepce et au début de la photographie. Mais il va au-delà de ça, il va sur les études sur le phosphore, il va sur des études sur ce qui seraient les prémices de la photosynthèse aujourd'hui. Donc il est vraiment, là encore une fois, en avance sur... Un pionnier. Ah oui, un pionnier à bien des égards. Et c'est simplement un travail d'étudiant. Donc il a documenté la façon, ou il a fait partie des précurseurs à documenter la façon dont la lumière interagissait avec la matière. Tout à fait. Il a listé l'ensemble des... Alors l'avantage de Béchamp, c'est que c'est un homme de synthèse. Il fait l'analyse de tout, il est besogneux au possible, donc il va regarder tout ce qui se fait dans la matière, donc il vérifie ses sources, et une fois qu'il a fait ça, il dresse un plan. Il dresse un plan en se disant voilà comment j'articule ça par rapport à ça, et il réorganise la connaissance. Et ensuite, il écrit son livre. Puis, puisqu'on en a montré des choses, je crois que vous pouvez saisir, vous voyez là, il y a l'encrier de Béchamp qui lui a servi pour toutes les... À côté du livre de la théorie des microzymas. Non, le noir. Celui-là, tire-le. Alors. Voilà. Donc, cet objet. Donc cet objet-là, on a la plume en ivoire que Béchamp a utilisé pour l'écriture de tous ses ouvrages principaux, et notamment les microzymas de 1006 pages qu'il a écrit en 1880 et les poussières. Voilà. Donc bon, c'est vraiment c'est précieux. Voilà. Donc effectivement, cette logique de Béchamp d'écrire un ouvrage une fois qu'il a toutes ses sources, qu'il a son plan, et de l'organiser de manière à véritablement transmettre de la manière la plus pédagogique possible son savoir, c'est extraordinaire. Et on le retrouve dès le départ, dès cette thèse, qui est une merveille. Par exemple, pour les alchimistes, c'est un livre que je recommande fortement. Pour quelle raison ? Parce qu'il me semble qu'en alchimie, la lumière n'est pas un élément à négliger. Très bien. Alors justement, dans ces rapports entre les microzymas, l'alchimie, les nanobes ou les nanobactéries, on est dans l'infiniment petit, on est dans un ordre de grandeur, dans une échelle qui est celle du millionième de millimètre, grosso modo, le 10-9 mètres. Et à cette échelle-là, tout est proche, tout se rejoint. On est dans des longueurs d'onde de la lumière qui sont celles de l'ultraviolet et encore au-dessus. Nous sommes dans des dimensions, des ordres de grandeur qui sont celles de l'ADN, c'est-à-dire de fragments de protéines, de parcelles de protéines, de poussières d'ADN en quelque sorte, d'éléments de l'ADN. Qu'est-ce que vous évoquent selon vous ces recherches et ces compréhensions récentes dans cet infiniment petit qui est celui du nano? Alors tout à fait. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut distinguer. Autant l'ADN, l'ARN, les protéines sont une vision qui va être donc biochimique du vivant, qui a son sens, mais qui a son sens pour les biochimistes, avec la perspective des biochimistes, qui reste pour moi un ensemble de réactions in vitro avec beaucoup de schémas. Pour le biologiste, ce qui est plutôt ma tendance profonde, parce que l'alchimiste est d'abord et avant tout un biologiste, un homme de la nature, un agriculteur du petit, comme du plus grand, mais du plus grand dans une échelle raisonnable. Il le dit bien dès le départ qu'il ne peut pas industrialiser le processus. Donc, dans cette vision-là du biologiste, je crois qu'il est important de se dire que effectivement l'ADN et l'ARN sont des produits du vivant, si ils ont un sens par rapport au vivant.
Et en aucun cas, ils ne produisent le vivant. Je donne un exemple simple pour ça. J'ai du raisin, j'en fais un alcool. J'ai de l'alcool, j'en fais pas du raisin. C'est-à-dire donc les briques de base du vivant, telles que l'on considère l'ADN, l'ARN et ce que la biologie moléculaire cherche à documenter, sont le produit et la manifestation d'un mouvement vivant, mais ne sont pas les éléments qui sont à l'origine de la vie. Exactement. Pour le dire en termes d'alchimie, il y a la putréfaction et la fermentation. Donc la putréfaction, c'est effectivement la matière vivante qui se désorganise et qui se décompose en éléments de base, dans lesquels resteront une matière vivante qui est le microzyma. La fermentation, c'est que faire de ces microzymas dits libres et comment les conduire ou les faire grandir vers quelque chose qui serait la pierre philosophale. Merci Cédric Manu pour cette réflexion, pour ce partage. Merci Maxence. Et à bientôt pour la suite des aventures de Orbs et du congrès Orbs, consacré aux passerelles du vivant, et avec Cédric Manu sur la question des microzymas et de la renaissance des sciences actuelles. Coucou tout le monde, donc là je fais juste un enregistrement vocal. Je vais vous lire un lien qui va remettre tous les dogmes en cause. Donc voilà, on va après la vidéo que je viens de vous passer du docteur Scoy, certains ont sûrement fait des bons en entendant parler du sucre. Après, moi je me pose pas mal de questions. C'est vrai que le sucre pour moi avait toujours été quelque part dangereux, dans le sens où, dangereux, bon, ça dépend quel sucre, quelle proportion. Et voilà, parce que bon, après tout dépend du sucre, hein. C'est vrai que c'est le sucre blanc, franchement je suis pas pour. Mais bon, voilà. Donc tant que c'est du sucre, on va dire non raffiné, non transformé par l'homme, je dirais que tant qu'il est consommé sur une base raisonnable, pourquoi pas. Alors, bon, écoutez, je vais vous lire ce lien et après vous verrez que peut-être que tout ce que l'on nous dit, régime cétogène, tout ça, ce qui est certain, c'est que le régime cétogène comment dire, donc basé sur les graisses plutôt que le sucre, et plutôt, il peut être bénéfique sur court terme, après sur long terme, il peut être dangereux. Donc là, alors, faut-il, consommer du sucre en quantité raisonnable et de qualité tant qu'à faire, ou faut-il arrêter d'en consommer lorsque l'on est malade? Bonne question, hein. Donc voilà, allez, j'attaque ce lien. Alors, le sucre pourrait soigner les plaies résistantes aux antibiotiques. Alors, hop, j'avance un petit peu. S'il est avéré que le sucre en excès est néfaste, donc voilà, je viens de le dire, pour la santé, des médecins britanniques ont découvert qu'il paraît être bénéfique en usage externe. Il semblerait qu'il puisse aider à cicatriser des blessures, même lorsqu'elles sont résistantes aux antibiotiques. Alors là, il parle d'usage externe, mais franchement, le corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il est fait exactement pareil. Donc, si en usage externe, il arrive à cicatriser des blessures, je ne vois pas pourquoi, en usage interne, il ne serait pas capable de faire la même chose. Alors, c'est vrai que moi, je ne peux pas consommer énormément de sucre. Dès que je mange trop de sucre, je suis encore moins bien. J'ai des douleurs. Mais peut-être que ces douleurs, c'est la phase de cicatrisation. Ça crée une inflammation. En fait, c'est la guérison. Une forme de guérison, bien sûr.
C'est comme les symptômes en fait que l'on a, c'est la guérison, ce n'est pas la maladie. C'est pour ça que je n'arrête pas de me répéter là-dessus. La maladie n'existe pas. Dans le sens où, en fait, on nous fait croire énormément de choses, de ci, de là, que des méchants virus vont nous attaquer, des méchantes bactéries. Mais voilà, nous sommes un tas de bactéries, de virus, comment dire, je suis en train de chercher, de champignons, hein, comme le Candida albicans. Mais voilà, bien sûr que lors de prise de sang, par exemple, il a été prouvé, par exemple, que dans les cancers, ils ont trouvé des Candida albicans dans chaque cancer. Ok ? Mais le Candida albicans, je pense qu'il est là aussi, il a son rôle à jouer de nettoyage. Donc bien sûr, quand ça dépasse un certain stade, il peut y avoir des soucis. Mais je pense que le souci peut être bien au-delà de ce que l'on pense et pas forcément au niveau physique, au niveau du corps physique. Voilà, comme l'explique le docteur Scoï. Je vais essayer de voir, alors je ne sais pas si je vais pouvoir mettre tout à la suite de cette vidéo. J'aime bien faire des amalgames, c'est vrai que ça fait des vidéos un petit peu longues, mais c'est intéressant de pouvoir lier, on va dire, certains liens. Lier certains liens, ouais, bon, enfin bon, bref. Le problème, c'est que beaucoup voient des informations ici et là, c'est très décousu. Mais quand on commence à creuser, relier des informations, on reconstitue des puzzles. Et franchement, le puzzle, il se reconstitue, alors, sur la santé, bien sûr, hein, mais pas que sur la santé. Le pire, c'est que ça rejoint la politique, ça rejoint tout. Donc voilà, je ne m'égare pas plus loin là-dessus, mais ça va très très loin. Tout est lié. Donc après, il ne faut pas prendre les premiers liens. Il faut souvent regarder, alors pas sur les premières pages, parce que forcément, tout est fait pour que nous tromper. Hein. Il faut souvent aller voir un petit peu plus loin, puis pas forcément aller voir qu'en France. C'est bien d'aller voir dans d'autres pays. Donc moi, je me sers beaucoup de Google Traduction. Ou autre traducteur, hein, peu importe. Ça me permet de taper ce que je mettrais dans la recherche en français, je le traduis dans la langue désirée et je tape ça dans Google et je me retrouve avec un lien. Ce lien, si je ne le comprends pas, je le repasse dans la traduction. Voilà. Et comme ça, on finit à force de lire des liens, je ne sais pas combien j'en ai lu sur la santé, j'en ai lu énormément, parce que mon but, forcément, est de me sortir du pétrin auquel je me suis mise quelque part toute seule, hein, même si la médecine actuelle, on va dire, m'a saccagé, on va dire, mon intérieur, hein, en m'enlevant ma vésicule biliaire, voilà, en supprimant ma vésicule biliaire, alors que maintenant je suis au courant qu'il y a d'autres choses à faire, il y a plein d'autres choses à faire. On n'a pas à supprimer des organes comme ça ne se fait pas comme ça. C'est comme mon estomac, donc pour perdre du poids, c'est vrai que quelque part, quand je voyais les résultats, ça donnait envie chez certaines personnes. Quand depuis toute jeune, j'étais obèse, et puis j'ai jamais réussi à perdre du poids, si, en faisant des régimes. Mais en fait, il ne faut pas faire de régime. En fait, il faut tout changer. Et la plupart du temps, ce n'est pas... et ce qu'il faut, c'est à la base manger équilibré. Oui, c'est certain. Mais c'est surtout enlever tous les poisons de la nourriture actuelle. Donc là, je m'étale un petit peu. Mais voilà, le problème, quelque part, ce n'est pas ce que l'on mange, c'est les poisons que l'on, qui se trouvent dans cette nourriture. Voilà. Et qui nous empoisonnent à l'intérieur et qui après créent des proliférations, en fait, ce sont nos microzymas, hein, comme l'explique le docteur Scoï, donc je ne vais pas en reparler.
Il le fait sûrement mieux que moi. C'est surtout qu'à la base, c'est grâce à une de ses vidéos au début que j'ai commencé à faire des recherches dessus. Malheureusement, il y a encore trop peu d'informations sur les microzymas. Il va être temps que la communauté scientifique parallèle, parce que les autres, on ne dira rien, commence à faire des recherches dessus, commence à travailler sur du sang vivant et non du sang mort. Il va être temps que l'on arrête de passer le sang, nos microzymas qui sont dans le sang, dans du formol, qui les font chauffer, qui les mettent je sais plus quoi. Enfin bon, il y a tout un protocole que vous pouvez trouver sur internet aussi et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous voulez savoir, j'ai d'autres vidéos que j'ai mises sur ma chaîne où vous pourrez aller voir. Donc je vais continuer ce lien parce que je m'étale un petit peu, mais c'est quand même bien de faire un petit point. Je le refais à chaque fois parce que je pense que tout le monde ne regarde pas forcément toutes mes vidéos. Je commence à en avoir un petit paquet. Donc là en ce moment, j'essaye de vous prendre des liens de ci, de là, de façon à vous faire des amalgames, que vous essayiez de reconstituer par vous-même le puzzle. Mais après, ça doit venir de vous, bien sûr. Si vous n'avez pas envie, ça ne marchera pas. La première chose, c'est déjà d'en avoir envie et le courage peut-être. Mais bon, je vous assure que tant qu'on n'est pas malade, on n'y pense pas. Même si c'est la forme de guérison, mais quand on souffre, je peux vous dire que on cherche tout pour s'en sortir. Malgré mes douleurs que j'ai énormément, surtout en ce moment là, je suis en train de faire, je suis penchée sur l'ayurvédique. J'ai énormément de douleurs. Je dors très peu, mais pour moi, je pense que là justement, je suis en phase de guérison. Il y a de grandes chances. Je me demande même si j'ai pas perdu du poids. Je suis pas sûre. C'est pour vous dire, j'ai commandé piles pour remplacer mon pèse-personne. Enfin, ça fait des années que je m'en sers plus, donc la pile était morte. Donc j'ai recommandé des piles. Donc je vais voir ça. Ça va être une base aussi pour moi pour voir aussi quelque part, même si la perte de poids ne veut pas dire que je guéris, hein, bien sûr. C'est mon système respiratoire qui s'est amélioré. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées autour. Mes douleurs, on va dire chroniques, des douleurs qui me faisaient mal quand je marchais, des douleurs, j'avais beaucoup de tétanie, j'en ai encore, hein, je peux vous dire que, bon après il y a le bypass et tout, bon, le fait qu'on m'ait réduit l'estomac, ça joue énormément, je perds énormément de vitamines, mais je sais que c'est aussi, il y a une part qui se passe au niveau spirituel, au niveau dans la tête aussi, il faut être bien dans sa peau. Bon, c'est difficile d'être bien dans sa peau quand on souffre comme je souffre là à l'heure actuelle, je peux vous dire que je souffre énormément, mais voilà. Je suis confiante, je sais ce que je suis en train de prendre à l'heure actuelle, j'ai énormément confiance, ça m'aide énormément. Après, je vais voir, bien sûr, c'est avec le temps, mais j'espère pouvoir dormir. Il y a des fois, j'aurais presque envie de prendre une drogue, quelque chose pour que je puisse dormir une fois de temps en temps, enfin un peu plus. Enfin bon, bref, j'arrête de parler de moi, je retourne sur le sucre. Voilà. Alors, s'il est avéré que le sucre en excès est néfaste pour la santé, des médecins britanniques ont découvert qu'il pouvait être bénéfique en usage externe. Je dirais en interne aussi, il y a de grandes chances. Il semblerait qu'il puisse aider à cicatriser des blessures, même lorsqu'elles sont résistantes aux antibiotiques. L'idée de cette étude est venue de Mose Morandu, un infirmier. Ah mince, ma page est partie, c'est quoi ça? Ah oui, un infirmier d'origine zimbabwéenne pendant son enfance. Alors, pardon, zimbabwéenne, point. Pendant son enfance, ses blessures étaient soignées avec du sel ou du sucre.
mais ce dernier s'avérait être plus efficace. Comme quoi, hein, là, moi, je suis en train de prendre surtout du sel pour me recharger, mais j'essaye de prendre des petites quantités de sucre aussi. Voilà, par le biais des bonbons. Un peu ce que préconisait un peu le docteur Scoville. Donc voilà, pour se soigner des cancers et autres. Alors, comme quoi, après, je vous assure que ça n'améliore pas les douleurs, hein, loin de là. Ça crée des inflammations qui sont un peu plus grosses. Après, voilà, je vais voir ça. Pour soigner une blessure avec du sucre, il suffit de le verser sur la plaie et de faire un bandage, a-t-il expliqué à la BBC. Les grains agiraient ainsi de la même manière qu'un antibiotique. Les granules absorbent toute l'humidité qui permet aux bactéries de se développer. Attendez, je relis la phrase. Les granules absorbent toute l'humidité qui permet aux bactéries de se développer. Dans ces bactéries, la plaie guérit plus rapidement, a-t-il précisé. Alors, donc là, éviter l'amputation avec du sucre. Ça peut aller loin quand même, hein. Fort de son expérience, l'infirmier a mené une étude pilote en mars 2018 qui lui a valu un prix du journal of Wound Care. Le sucre. Oh, mais c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est leur pub. Hein. Il y a de la pub partout. Et en fait, ça fait bouger ma page. Alors, pour lire, c'est pas terrible. Alors, je vais essayer de reprendre le fil. Je suis désolée. J'aurais dû marquer avant ou télécharger, je sais pas. En tout, l'infirmier a mené cette étude clinique. Oh là là, non, je t'ai rendu bien plus haut. Je reprends. Éviter l'amputation avec du sucre. Désolée, ça me fait reprendre, mais bon, voilà. Fort de son expérience, l'infirmier a mené une étude pilote en mars 2018. C'est pas si vieux que ça. Qui lui a valu un prix du Journal of Wound Care. Le sucre utilisé est un sucre en poudre, on ne peut plus banal, issu de betterave ou de canne. Voilà. Il a notamment étudié des cas similaires au Zimbabwe, au Botswana et au Lesotho, dont celui d'une habitante de Harare, donc Zimbabwe, c'est marqué. Le pied de cette femme était prêt à être amputé. Quand mon neveu m'a appelé, a-t-il raconté à la BBC. Elle avait une blessure atroce depuis 5 ans et le médecin voulait l'amputer. Je lui ai dit de nettoyer la plaie, d'y mettre du sucre, de le laisser agir et de recommencer. Elle a toujours sa jambe, a-t-il affirmé. Un nouvel espoir pour des patients du monde entier. En tout, l'infirmier a mené cette étude clinique sur 41 patients, dont certains diabétiques, qui n'ont pas vu leur taux de sucre bondir. Comme quoi, là, c'est encore les pubs qui m'ont fait descendre le truc, mais je vais y arriver. Je suis tenace, je vais y arriver. Sacrée pub. Alors, je recommence cette phrase. En tout, l'infirmier a mené cette étude clinique sur 41 patients, dont certains diabétiques, qui n'ont pas vu leur taux de sucre bondir. En attendant de publier ses résultats, Mose Morandu continue ses essais tout en présentant ses premières découvertes lors de conférences internationales. Si les bienfaits du sucre sont avérés, il pourrait être particulièrement utile dans les pays où les habitants n'ont pas les moyens de se procurer des antibiotiques ou pour des patients du monde entier n'ayant pas été guéris avec des antibiotiques. Voilà. Intéressant. Pas très long ce lien. Bon, quoique j'ai relu plusieurs fois. Très intéressant. Donc, alors, le sucre est-il mauvais pour la santé ou serait-il bon pour la santé? Là, c'est vrai, je me répète, mais on parle par voie externe.
Mais pour moi, que ça soit par voie interne ou voie externe, voilà, c'est exactement la même chose. Si ça arrive à cicatriser sur l'extérieur, je ne vois pas pourquoi ça ne cicatriserait pas sur l'intérieur. Voilà. Je pense que vous avez peut-être de quoi vous poser des questions pour ceux qui ont mis un pied comme moi dans la naturopathie et un pied dans tout ce qui se dit au niveau santé, voilà qu'il faut faire un régime cétogène en cas de cancer. Alors, voilà, peut-être qu'il peut y avoir des résultats, mais le cétogène, c'est sûr qu'il ne faut pas le garder trop longtemps, hein, c'est certain. Après, ceux qui ont des résultats, la plupart du temps, c'est qu'ils font peut-être un jeûne à côté, même si je ne suis pas complètement pour, ou sur des petites... des jeûnes courts, en fait, hein, comment on pourrait appeler ça mettons, parce qu'on a quand même besoin de reconstruire. Il y a quand même, bien sûr, et après il y a la phase de reconstruction, mais quand on est longtemps en jeûne comme ça, bon, après, certains ont des résultats. Donc l'important est d'avoir des résultats, et je pense que, bon, peu importe ce qui se dit, peu importe ce que je pense qu'il y a des choses qui nous passent au-dessus. Quand on s'attaque aussi à la psychosomatique, à l'épigénétique, à, à la physique quantique, on se rend compte que tout ce que l'on a appris jusqu'à maintenant est tout à remettre en question. Mais vraiment tout est fait pour nous mettre, on va dire, sur des mauvaises voies. Donc pourquoi pas le sucre aussi? Pourquoi pas? Franchement, je suis prêt à tout entendre. Au point où on en est. Donc, je suis pas sûre que, voilà, même là, on nous ment pas encore. Voilà. Par contre, je dirais quand même que le sucre soit de betterave, de sucre de canne ou autre, il faut le prendre non raffiné, hein, ça c'est certain, parce qu'après il subit des traitements. Donc là, j'ai pas tous les traitements en tête, mais voilà, si ça vous intéresse, on pourra faire une autre vidéo là-dessus ou un petit podcast comme ça, une petite limite c'est plus rapide, c'est plus pratique pour moi de faire des audios, voilà, parce que bon, ça m'évite de sortir la caméra, tout ça, donc limite ça va me permettre de faire un peu plus peut-être de vidéos et de dire un peu ce que je pense après une vidéo ou autre. Voilà, bon écoutez, je vous laisse parce que je suis bavarde, hein, j'arrête pas de vous le dire. Mais je pense qu'il y a des choses à dire et qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il est temps de dire non. Allez, salut, à bientôt.